Bonsoir mesdames et messieurs. L'édition 2024 de la Bissa a démarré le 20 octobre dernier par le Siedou, la retraite du tam-tam sacré ou les Domboulé. Après la semaine dite silencieuse, la seconde partie de la Bissa s'ouvre le dimanche 27 octobre et prendra fin le 3 novembre 2024. Pendant une semaine, les peuples nzema de Côte d'Ivoire et du Ghana vont se retrouver au quartier France à Grand Bassam pour commémorer leur nouvel an. Sur la place de la Bissa, le peuple nzema fêtera ensemble avec population ivoirienne et étrangère autour de l'Edongolé. La célébration de la Bissa 2024 est un défi en raison de la volonté du peuple et des autorités ivoiriennes d'amener l'UNESCO à inscrire la Bissa sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Abissa 2024, les enjeux d'une candidature à l'inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Ça fait l'actualité. Après Oboadé au Ghana et Tiapoum, Grand Bassam abrite du 20 octobre au 3 novembre la traditionnelle fête annuelle d'Enzima Kotoko de Côte d'Ivoire, la Bissa. Le Ndombolé va retentir pendant une semaine au quartier France, place de l'Abissa. L'Abissa achèvera ainsi son parcours au bord de l'océan Atlantique après avoir réconcilié les Nzima. L'Abissa appelle à la cohésion et à l'unité dans la vérité et la justice. C'est pourquoi, au-delà de la danse, au cours de la semaine, les problèmes inhérents à la société Nzima seront épulchés dans le respect sur la place publique. Autocritique et critique pour entrer dans le nouvel an avec un Nzima nouveau. Jeunes, femmes, forces vives, notabilités et autres seront à l'honneur. Cela avec le rêve d'obtenir de l'UNESCO l'inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Nous sommes venus nous présenter le ministère de la Culture et de la Francophonie, donc sous l'impulsion de Madame la ministre Françoise Remac, a décidé donc d'entamer le processus d'inscription de la Bissa en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel sur la liste représentative immatérielle de l'humanité de l'UNESCO. Nous voulons que tous les éléments qui sont nos expressions culturelles soient sauvegardés. Ça, c'est déjà un. Le deuxième intérêt, c'est que nous voulons que la Bissa soit connue parce que c'est une très belle pratique. C'est un processus qui est long. Il est long. Cette année, nous commençons le travail. L'année prochaine, nous allons continuer et certainement que nous allons le soumettre en 2026. Les démarches ont été entamées par le ministère de la Culture et de la Francophonie avec l'accord du peuple Nzima et ses rois et chefs du Ghana et de Côte d'Ivoire. Le thème retenu en est une illustration. La Bissa, un patrimoine culturel pour le développement harmonieux des Nzima de Côte d'Ivoire et du Ghana. Il s'agit en clair de donner à ce patrimoine commun toute sa dimension pour faire vivre la Bissa. Alors nous recevons sur notre plateau le docteur Richard Ekra. Vous êtes le vice-président de la commission tradition et revalorisation culturelle. Bonsoir. Bonsoir, je suis Victorien. Alors on devrait être avec le président de l'association, mais là on ne sait pas trop. Bon. Je ne sais pas si au cours de l'émission il arriverait, mais dans tous les cas, avec vous, on va parcourir un peu notre sujet. Le parcours de la Bissa d'Aboadé au Ghana, à Grand Bassam en passant par Tiapoum en Côte d'Ivoire, est désormais un fait connu. En Côte d'Ivoire, c'est du concret. Alors, comment le peuple Nzima, d'ici et d'ailleurs, vit-il la donne ? Alors, merci Victorien pour cette intéressante question. Il faut savoir que le peuple Nzima, qui est à la fois à cheval sur la Côte d'Ivoire et le Ghana, vit cet élément culturel comme un symbole fort de son unité. Son unité est dans le respect de la célébration de cette commémoration annuelle. Le parcours, vous l'avez indiqué tout à l'heure, d'Aboadé au Ghana, à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, est respecté et su de tous. Et tous les Nzema, qu'ils soient au Ghana ou en Côte d'Ivoire, se mobilisent selon leur disponibilité pour pouvoir célébrer cette tradition Nzema. Une frontière, un seul peuple, c'est cela ? Oui, le peuple Nzema,
au-delà donc des tracés des colonisateurs qui ont fait qu'une partie se retrouve dans le Ghana actuel et une autre en Côte d'Ivoire, est conscient de son unité culturelle. La preuve, qu'il soit en Côte d'Ivoire ou au Ghana, vous avez le même nombre de 7 familles qui constituent l'ossature du peuple Nzema. Le principal défi qui attend la communauté, mais aussi l'État de Côte d'Ivoire, est de convaincre par des actes l'UNESCO à inscrire la Bissa sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Comment entendez-vous relever le défi? Alors, le défi est exaltant, il est passionnant. Vous avez donc à l'entame de cette émission présenté un élément qui a montré que le peuple Nzema a décidé de s'investir totalement pour que son patrimoine culturel soit reconnu et soit protégé. Déjà, dans la fin donc, du mois d'août au début septembre, nous avons donc reçu une délégation de l'OIPC qui est donc venue pour avoir l'approbation de tout le peuple Nzema, ce qui a été fait. Et ce défi est d'autant plus passionnant que les Nzema ont pris conscience qu'il va falloir mettre à la disposition de la communauté internationale, de toutes les organisations nationales également, tout ce qu'il fait, la spécificité de la Bissa et qui fait qu'on doit œuvrer à une potentielle inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, vous avez parlé de l'OIPC, justement, le démembrement du ministère. Ils l'ont déclaré, le processus est long. Quels sont les critères à regarder de près pour réussir ce que moi je peux appeler un examen de passage? Alors il y a plusieurs critères. Je crois que les responsables de l'OIPC, avec le temps, viendront nous donner des éléments. Mais ce qu'on peut dire déjà, ce qui est essentiel, il y a d'abord la question de l'authenticité de cette institution-là. Est-ce que dans sa célébration, c'est vrai que la Bissa a résisté à tout ce qu'il y a comme pression extérieure, comme élément de colonisation? Est-ce que l'authenticité ancienne a été conservée? C'est l'un des grands défis que le peuple Nzema se doit donc de relever. Et c'est l'un des critères essentiels. Et ce qui a été intéressant avec les échanges avec l'OIPC, c'est que c'est du concret. Est-ce qu'au niveau des différentes institutions de la tradition orale, toutes les phases sont respectées? Est-ce que tous les acteurs qui sont invités à pouvoir réaliser cette célébration sont toujours sollicités? Est-ce qu'ils sont toujours en place? Est-ce que le mécanisme de la transmission est toujours enclenché? Et je crois que ce sont ces critères-là qui vont faciliter ou qui vont permettre à ce que la Bissa puisse donc être portée sur la liste du patrimoine. Alors justement, parmi ces critères, il y a quand même la question sécuritaire. Là où il y a du monde, nous avons nécessairement cet aspect des choses à gérer. Comment décourager les indélicats qui viennent parfois perturber la fête? Alors, les Nzema ont cet avantage de pouvoir chercher à éduquer par les valeurs. Et cette question de discipline qu'on constate quelquefois au moment de la célébration est due à la méconnaissance que certaines personnes ont de cette pratique culturelle. Il appartient donc au peuple Nzema de donner l'exemple. En cherchant à expliquer dans tous les moindres détails, dans tout ce qui est humainement explicable, les fondements et les valeurs que la Bissa peut revêtir pour tout le monde de la communauté. Et même pour tous ceux qui ne sont pas de la communauté qui viennent y assister. Lorsqu'on viendra et qu'on découvrira que les Nzema pratiquent telle activité ou telle chose pour l'amélioration des conditions de vie, mais également pour l'équilibre social, je crois que ces questions de sécurité-là, on ne se les posera plus parce que chacun aura compris l'enjeu, chacun aura compris les valeurs inhérentes à cette institution de la tradition orale. Alors, comment se vit le dialogue intergénérationnel dans un monde où technologie de l'information et de la communication sont le quotidien des populations et des jeunes en particulier? Alors, le dialogue se passe très bien. La preuve, il y a de cela quelques années, nous n'étions pas sur votre plateau. Ce sont nos aînés qui étaient là. La communication s'est bien faite. La transmission continue de se faire. Et nous utilisons les canaux modernes pour densifier ce processus de transmission-là. Il n'y a donc pas d'éléments de nature à dénaturer l'ossature de ce qui fait l'originalité de la Bissa, mais on s'inscrit dans l'adaptation et surtout dans le respect de ce qui fonde l'essentiel et l'authenticité de notre tradition. Alors justement, dans le même sens, le numérique a donc façonné le mode de consommation de la Bissa. Il me semble que d'ailleurs c'est un atout. Comment le capitaliser dans cette quête pour l'inscription de la Bissa sur
la liste du patrimoine immatériel de l'humanité? Alors, aujourd'hui, le numérique est incontournable dans notre monde, incontournable, et il nous sert d'éléments de vulgarisation. Avec le numérique aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir toucher une cible plus grande. Nous avons envie de faire connaître notre institution traditionnelle au-delà de nos frontières, et le numérique va nous y aider. Et nous avons une commission à ce sujet. Le comité d'organisation a mis en place une commission chargée donc du numérique qui va donc se charger de vulgariser tous les éléments traditionnels autorisés à être vulgarisés pour que nous soyons tous au même niveau d'information et que nous puissions contribuer efficacement donc à aboutir au processus d'inscription. Je pense que cet aspect des choses paye parce qu'aujourd'hui, même à l'étranger, à l'extérieur, hors de notre continent, les Nzema sont en train de s'organiser, d'autres célèbrent même des fêtes. On voit sur les réseaux sociaux, en Italie et autres. Effectivement, c'est l'objectif que nous recherchons. Que tous les Nzema, où qu'ils soient, se réapproprient leur élément culturel. C'est très important. Alors vous l'avez dit à l'entame, la Bissa c'est d'abord l'affaire des Nzema, mais aussi celle des autres peuples, c'est-à-dire d'ici et de l'étranger, qui sont vos invités. Effectivement. Et quel est le bien précieux que la communauté Nzema voudrait partager avec eux en cette période de fête? Alors, le bien précieux que nous voudrions partager avec tous nos frères qui viennent célébrer avec nous l'élément, c'est la préservation de la cohésion, de l'unité au-delà de nos diversités apparentes, des valeurs de pardon, de paix, de générosité. Oui, parce que nous les avons dans nos institutions et il est important que nous puissions les mettre également en valeur. Et je crois que c'est tout cela qui va concourir à faire de notre pays même déjà une nation forte et également faire de notre monde un monde meilleur. Alors dimanche prochain, c'est le Gwazo, la cérémonie de remise de l'Edongolé au peuple par le roi. Oui. Qu'est-ce que cela suppose? Alors, il faut savoir que ce qui est fait en conformité avec les prescriptions de la tradition. Lorsque la Bissa a été révélée donc aux membres de la famille Mvavile, cette famille n'a pas gardé par devers elle le secret. Elle est allée donc confier la danse au roi, qui à son tour en a fait la danse de tout le peuple. Alors, ce que vous allez voir ce dimanche, ce sera donc une scénarisation de cette institution-là. Le roi qui a reçu de la part de la famille détentrice du tambour sacré, la Bissa, va donc le prendre et le remettre à son tour pour que la fête se popularise. Je vous l'ai dit à l'entame, les Nzema sont organisés dans cette famille. Même si l'une des familles a eu à découvrir la Bissa, il était important pour le roi, parce qu'il gouverne toutes les 7 familles, d'associer toutes les 7 familles à la célébration de cet élément important. Donc ce sera une période au cours de laquelle le roi va officiellement remettre le tambour sacré pour que la danse se popularise et qu'elle soit exécutée sur la place publique par tous les Nzema. Alors, nous avons ici affaire à une monarchie qui se veut le chantre de la démocratie, oui, à travers la critique sociale et la poésie chantée. Monsieur, comment se vit cette démocratie dans et par la communauté? Alors, elle se vit bien. Encore une fois, elle se vit bien et très bien parce qu'elle est encore une institution traditionnelle. Elle n'est pas une invention que les Nzema ont voulu faire, mais elle a été instituée parce que la Bissa, dans l'un de ses fondements, est de faire en sorte qu'on puisse éloigner de nous tout ce qui est malheur, tout ce qui est calamité. Et le malheur, la calamité proviennent parfois des comportements que nous-mêmes nous avons. Et le rôle des poètes critiques est donc de dire cette vérité avec une manière, avec une certaine décence, pour que chacun prenne conscience de ce qu'il a posé comme action négative qui entrave le bonheur de la communauté, afin qu'il se corrige tout ça dans l'intérêt d'avoir une société qui est harmonieuse. Donc nous vivons bien cette critique sociale. Les chansonniers, déjà depuis le dimanche, ont commencé leur répétition à recueillir les avis, les doléances, les mécontentements, et ils viendront donc aux heures et aux jours indiqués exprimer cela sur la place publique. Alors, recueil d'avis, c'est auprès de qui? Ou bien moi, issu de la communauté, je peux me lever, aller les voir. Comment ça se passe? Alors, il y a un mécanisme, bien entendu. Il va falloir que vous sachiez qui est le responsable de ces poètes critiques-là. C'est vers le responsable de ces poètes critiques que vous allez, avec quelques éléments symboliques de la tradition, et vous leur exposez donc le fait que vous souhaiterez porter sur la place publique. Et eux, en tant que traditionnalistes et hommes de science, parce qu'ils ne voudront pas dire tout ce que, bon, je vous ai dit ceci, venez dire cela, non. Ils ont des enquêtes préliminaires qu'ils mènent pour s'assurer de la véracité des propos que vous tenez.
Donc, ils vous soumettent vous-même déjà à un interrogatoire, à un ensemble d'éléments pour vérifier l'authenticité des faits que vous leur demandez de venir exposer. De sorte à ce que quand ils viennent sur la place, ce qu'ils disent ne souffre d'aucune contestation. Donc, il y a tout un travail scientifique qui est fait à la base par ces poètes critiques. Donc, c'est ce processus-là que nous voulons donc dire. En clair, pas de place pour les contre-vérités. Non, pas de place pour les contre-vérités. Alors aujourd'hui, avec du recul, comment les autres peuples et le monde moderne perçoivent-ils les valeurs défendues par la Bissa, la démocratie notamment? Alors je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'interroger d'autres peuples pour voir l'idée qu'ils se font de la Bissa. Mais lorsqu'on regarde l'engouement, la ferveur, la mobilisation qu'il y a autour de la Bissa, on peut dire que les échos sont favorables et les autres sont favorables. Lorsqu'une institution ne révèle pas ou bien ne reflète pas de bonnes valeurs, elle se meurt et les gens l'abandonnent. Si aujourd'hui la Bissa revit, continue de vivre et continue de se transmettre, c'est parce que ces valeurs sont positives et c'est parce que les autres peuples avec lesquels les Nzima vivent en cohésion et en parfaite entente sentent la nécessité de contribuer également à aider à cette institution importante. Beaucoup de valeurs défendues, mais comment assurer la pérennité de ces valeurs-là? Alors déjà, le comité d'organisation de la Bissa, depuis 2009, a initié un processus de formation qu'on a appelé le centre de formation Kounyele, qui se charge depuis 2009 de former des jeunes, non seulement à la manipulation des instruments de la Bissa, à la danse, mais aussi à l'exécution de la poésie critique. Et les enseignements sont faits parfois pendant la période de la Bissa. Et cette année, on aura l'opportunité même d'évaluer la troisième génération qui a commencé sa formation depuis 2002 et qui finira en 2026 sur certains acquis théoriques. Et ces enfants-là, aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que ceux que nous avons formés depuis 2009 sont aujourd'hui ceux qui arrivent à battre le tambour lorsque nous arrivons à la place publique. Et ce sont ceux-là même qui animent également la danse quand vous venez à Bassam chaque après-midi. Nous sommes fiers d'eux et ce processus-là, nous entendons le pérenniser, de le perpétuer pour que la Bissa continue de vivre. Le peuple Nzima est un ensemble de cette grande famille, vous l'avez annoncé tout à l'heure. Comment se vit l'unité entre ces familles-là? Alors, l'unité entre ces familles se vit bien. Vous avez souligné qu'ils sont au nombre de 7 et chaque famille a des attributs et des symboles qui lui sont rattachés, qui lui sont propres. Mais lorsqu'on prend de manière indépendante ces symboles, ils n'ont pas grande valeur. Parce que si j'ai quelque chose qui n'est pas bénéficié à mon semblable, je ne sais pas à mon semblable. Or, l'objectif de l'unité, c'est de faire en sorte que l'autre puisse avoir besoin de nous et que nous puissions également avoir besoin de l'autre. Et les symboles des familles sont des symboles qui démontrent l'interdépendance entre elles. Celui qui a le feu a besoin des aliments pour cuire, pour pouvoir préparer, donc pouvoir y rendre son feu utile. Celui qui a des aliments, s'il n'a pas de feu, il ne pourra pas cuire ses aliments. Donc, cette relation d'interdépendance et de complémentarité permet de renforcer les liens entre les familles qui participent ensemble, encore une fois, à la célébration de la Bissa. Alors, nous allons parcourir un peu les 7 jours. D'accord. On a parlé déjà du Guazo, oui. La scénarisation de la remise du tam-tam et autres. Lundi, une journée consacrée à la jeunesse. Pourquoi? Alors, il faut savoir que nous démarrons la période du Guazo le dimanche. Alors, on s'est dit que le dimanche, la cérémonie principale, c'est celle qui consiste à remettre officiellement le tambour au peuple. Donc, le roi réceptionne le tambour, il le remet au peuple pour débuter la danse. Alors, on a dit que pour assurer la pérennisation, il faut donner faut lancer la balle aux jeunes. Les jeunes sont l'avenir de demain. Et la relève se prépare dès aujourd'hui. Alors, ce sont eux qui entament le processus. On les envoie en avant-garde pour pouvoir leur permettre de voir ce qu'ils ont pu assimiler, ce qu'ils ont pu retenir, ce qu'ils ont pu mettre en pratique là. Donc le lundi, on leur consacre cette journée pour voir comment est-ce qu'ils arrivent à se prendre en charge et à assurer la pérennisation de leur institution. Alors chez les Nzima, qui est jeune? Alors la jeunesse est un état d'esprit. Mais généralement, on va dans la fourchette de tous ceux qui sont dans l'âge, si vous voulez, dès qu'il a l'âge peut-être de 2 ans, 3 ans, jusqu'à même 40, 45 ans, dès qu'il se sent encore fort dans la tête, encore tout passe. Je ne sais pas une catégorisation. À la Bissa, tout le monde le sait, le grand jour, c'est le mardi avec la sortie du roi. Vous allez expliquer un peu la symbolique, mais en particulier, ce qui, moi, m'intéresse personnellement, c'est ce jour-là qu'on voit
et les guérisseuses sorties. Pourquoi? Oui, le mardi de l'Abissa est considéré comme le sacré de l'Abissa. Le sacré de l'Abissa pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est que le roi va faire sa première sortie officielle. Et la seconde raison, c'est que le tambour sacré de l'Abissa, qu'on appelle le Dongbolé, va faire donc sa mue. Il va changer de peau, en vérité. C'est-à-dire que les vêtements avec lesquels il est réparti à la retraite l'année dernière, et c'est même en début de cette année, il va donc se dépouiller de ces vêtements-là pour arborer des vêtements de sa nouvelle année, de sa nouvelle couleur. Et donc, cela se fait le jour où le roi fait sa première sortie officielle. Et pourquoi les guérisseuses traditionnelles, parfois les 8e qu'on appelle les Nyamkes, tout cela, oui, c'est un jour qui est spécial. Tout ce qui, dans le processus ordinaire, les guérisseuses, on sait leur pouvoir ordinaire. En temps de l'Abissa, leurs pouvoirs sont suspendus. Donc, toutes les entités qui ont un pouvoir, qu'il soit politique, qu'il soit religieux et autres, on leur donne l'opportunité de venir montrer effectivement ces pouvoirs-là sont suspendus. Et comme c'est le sacré de l'Abissa, c'est l'Abissa qui prédomine, qui a la prééminence sur tout. C'est pour cela que vous les voyez. Mais leur présence autour du roi aussi, c'est comme des gardiennes, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes dans un monde aussi mystique, quoi qu'on dise, oui. où il y a des tentations. Oui, thème de tentation, oui, mais à l'Abissa, nous avons confiance aux valeurs de l'Abissa et surtout à la divinité tutélaire de l'Abissa qui est une divinité de pardon. Lorsqu'elle est là, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour les mauvais sorts, il n'y a pas de place pour des pratiques occultes. C'est pour cela que quand l'Abissa commence, vous n'allez pas entendre d'autres airs de musique dans le village Nzema. Vous n'entendrez pas encore même des pleurs en termes de funérailles, vous n'entendrez plus cela. Parce que l'Abissa célèbre la vie, veut voir l'élévation de l'individu, l'élévation de la vie. Alors on va se focaliser justement sur le mardi. Il y a un fait que souvent on n'enregistre même pas. À 3h du matin, il y a une procession à travers la ville. Il y a un groupe de danse, les danseurs Atuen Kouassi, les fils et filles dont les pères sont issus du matricule Vavilé dépositaire de l'Abissa. Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi? Alors, on va commencer d'abord par les dépositaires. Vous avez dit les dépositaires, ce sont ceux-là même qui détiennent, qui sont les prêtres de l'Abissa. Il s'agit donc des Mvavilé. Alors, leur procession dans la ville est une manière de rappeler à tous ceux qui soient Nzema ou non Nzema qu'effectivement c'est l'un de leurs ancêtres qui a eu la primeur de la révélation de l'Abissa et qu'ils s'engagent par la même occasion à perpétuer cette préservation de l'institution. C'est le premier message fort qu'il faut retenir. Alors le groupe Atuen Kouassi de l'Impérial est également un groupe qui prend une place importante dans l'Abissa. C'est donc un groupe qui, vous savez qu'au départ, dans les années 40 et 30, les Nzema avaient donc développé fortement l'activité de la bijouterie. Et les femmes des bijoutiers, parfois, avaient besoin de temps pour aller célébrer l'Abissa. Elles ont donc pu mettre en place un groupe qui était le groupe Atuen Kouassi. Un bon groupe de danse, un bon groupe, effectivement, de danse qui vraiment venait donc rythmer vraiment cette danse-là tous les jours de la célébration de l'Abissa. Alors, s'il nous reste encore quelques minutes, la recherche de la paix est l'objet de toutes les attentions dans ce monde. Qu'est-ce que le peuple Nzema propose aux Ivoiriens à travers l'Abissa, surtout en prélude à l'année électorale à venir? 2025 n'est pas loin. Ça. Alors, le peuple Nzema demande donc aux Ivoiriens et même à ceux qui ne sont pas Ivoiriens, puisque les crises ne sont pas seulement le propre de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique, mais des autres pays, c'est de regarder dans nos valeurs. Si nous regardons avec attention nos institutions traditionnelles, on va voir qu'elles portent en elles les germes des éléments de cohésion. Et c'est cela que nous voudrons que les gens retiennent. Retenons ce qui peut nous faire avancer ensemble. Retenons ce qui peut nous unir. Retenons ce qui peut nous faire progresser. C'est cela que les Nzema veulent que le monde entier retienne de l'Abissa. Alors là, je pense qu'on peut avoir 1 ou 2 minutes. Le même mardi, entre 4h et 6h, la matinée de l'Abissa, on n'en parle pas suffisamment également. À qui est réservé
Alors, nous avons décidé de réserver cette séquence spéciale qu'on appelle la matinale à toutes ces personnes âgées, à ces gardiens de la tradition qui, épuisés par le poids de l'âge, ne peuvent pas se déplacer dans les chaudes après-midi au quartier France pour danser avec leurs petits-fils qui débordent d'énergie, au risque de se faire mal ou de ne pas avoir suffisamment de force pour tenir l'élément. Donc nous organisons cette Abissa, cette journée de la matinale pour permettre à ces anciens de pouvoir, sans pression, venir exécuter, parce que danser l'Abissa également, c'est se soigner et c'est de reprendre de la vigueur. Alors pour terminer, sur ce point précis, un message aux jeunes gens, ce n'est pas leur cadre ce jour-là. Alors merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Nous n'aimons pas souvent communiquer sur cet aspect parce qu'en faisant une communication sur l'élément, ça attire l'attention des jeunes qui ont tellement envie de... Même si vous dites qu'on danse l'Abissa à minuit, vous allez voir qu'ils vont être là à 21h et puis attendre le début des festivités. Alors donc on ne communique pas assez sur l'élément, mais c'est pour dire que l'objectif c'est les personnes vraiment âgées. Les Nzema âgés, des gens du 3e âge qui ont vraiment des difficultés pour se mouvoir, on leur permet cette facilité-là pour qu'ils puissent sentir qu'ils célèbrent également leur Abissa. Alors, jeunes gens, laissez 4 heures, mardi, 4 heures à nos mamans, à nos grands-mères, et puis vous venez les autres jours. Après-midi. En tout cas, je recevais le vice-président de la commission tradition et revalorisation culturelle, le docteur Ekra Richard. Je rappelle que l'aspect populaire de l'Abissa s'ouvre le dimanche 27 octobre 2024 à Grand Bassam et c'est au quartier France. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.